Ce qui est intéressant, c'est de retrouver le sens de l'acte, qu'est-ce que l'auteur a voulu faire, et au final, de prendre le crime comme étant le résultat. Ça a fini comme ça, mais ce n'était pas forcément le vœu premier. Et si on retient le sens, on va mettre en lien justement des faits qui ne sont pas comparés uniquement par le mode opératoire, donc des faits apparemment différents, mais qui sont semblables. Et c'est comme ça qu'on détecte la sérialité. Ouais. Et vous dites que c'est très difficile de commettre 2 fois le même crime, que des tueurs en série, un peu des tueurs rituels à la Silence des agneaux, il n'en existe pratiquement pas. Bah, disons que ceux-là, on les repère, parce que qu'on ait des outils ou pas, je veux dire, l'identique va ressortir. À partir de là, c'est quand même c'est facile. Et ces gens-là, généralement, on n'a pas de souci. Mais finalement, dans mon parcours, moi, j'en ai pas vu. Alors, je dis pas que j'ai tout vu, mais en l'occurrence, dans notre actualité et même dans notre passé criminel, j'en ai pas vu. Concernant Francis Holm, apparemment, il n'y a pas de mode opératoire. Il choisit des victimes un peu au hasard. Francis Holm, lui, il tue la notion, qu'on a souvent lue d'ailleurs, de crime gratuit. Il n'y a rien de gratuit. C'est pas le hasard. C'est pas le hasard, et en fait, chaque action, il en tire un bénéfice, et ça, c'est valable pour tout le monde. Et le mode opératoire de Francis Holm, il tient en fait dans l'intérêt qu'il met à tuer chaque personne. Cette notion de bénéfice. Et le point commun que j'ai trouvé, moi, entre tous les faits, c'est la vulnérabilité des personnes. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va retrouver des situations identiques où la personne est faible parce que physiquement, par rapport à lui, elle ne pourra pas se défendre, ou elle est dans un état de vulnérabilité. Un grand costaud qui dort sur un banc, on peut l'attaquer, etc., etc. Cette notion de vulnérabilité, elle n'est pas matérielle. Et c'est ça, en fait, la constante. C'est comme ça qu'il choisissait ces victimes. C'est la constante qu'on retrouve dans tous ces crimes. Donc pour vous, il est essentiel d'aller sur la scène de crime pour mesurer. Un dossier criminel, par exemple, ne vous suffit pas, des photos ne vous suffisent pas. Il faut que vous alliez sentir des choses, mesurer les distances. Enfin, il y a sentir des choses, c'est peut-être sentir, oui, entre guillemets, on fait pas c'est pas un travail de médium. Mais non, alors, tout ça, attention, il y a des protocoles, c'est scientifique, hein, c'est-à-dire que voilà, on n'est pas médium. On part d'un dossier, effectivement, là, qui est un dossier de police technique et scientifique, où, paradoxalement, on focalise tous les regards sur la scène de crime, donc sur la victime. Parfois, c'est intéressant de se mettre à l'inverse et de regarder autour ce que l'auteur, lui, a pu voir de son environnement. Effectivement, moi, ça m'est arrivé de contredire la première impression que j'avais eue, ou la première analyse que j'avais posée par rapport à un dossier, en allant sur place, en m'apercevant que l'endroit qui était apparemment, justement, l'espace privilégié, où l'auteur avait vraiment toutes les conditions requises pour passer à l'acte, et déduire que finalement, s'il a déplacé le corps, c'est que cet endroit-là, pour lui, n'était pas sécurisé parce qu'il y avait des raisons X ou Y, ou un climat, ou une ambiance qui faisait que l'espace était pour lui un endroit qui le rendait vulnérable. Donc ça expliquait sa situation, ça donne une information sur la personnalité de l'auteur qui, lui, à ce moment-là, était conscient, au-delà de tuer quelqu'un, qui est quand même quelque chose de choquant, il était conscient de se mettre en sécurité à tout instant. Donc de dire, je reste pas là, j'amène le corps, ce qui est quand même pas rien. Voilà, ça donne des informations sur l'auteur, etc. On peut en déduire énormément de choses. Alors vous avez passé beaucoup de temps avec Francis Holm, de nombreuses gardes à vue qui sont parfois découpées. Hein. Une garde à vue est sécable, hein. Enfin, on l'a découvert en lisant votre livre et en regardant le téléfilm, mais c'est vrai que c'est pas forcément 24 ou 48 heures d'affilée, c'est des petits moments. Mais vous l'avez fréquenté énormément jusqu'en assise. Et il s'est créé une sorte d'intimité entre vous. C'est ça qui est assez étonnant, c'est que vous utilisiez le tutoiement et il vous appelait François, pas Jean-François mais François, et vous l'appelez Francis. C'est étonnant ce rapport. Oui, bah alors c'est justement, il faut que chacun reste à sa place. Il ne faut pas mélanger les genres. Moi, de tout temps, dans cette enquête-là, Francis Holm a su que j'étais un enquêteur qui essayait de le confondre, de comprendre, d'accord, pas l'excuser, essayer d'expliquer son parcours. Et il avait choisi un mode de communication, c'est pour ça que je parlais d'enquête inversée. C'est pas moi qui ai imposé les règles, c'est ce personnage qui, avec son fonctionnement, avec sa psychologie, communiquait d'une certaine façon. Et effectivement, alors là, après, c'est pas un trophée d'arrêter un tueur, hein, c'est un être humain, et effectivement, on voit l'être humain même dans le pire des personnages. 14 mai 1989. Francis Holm rôde sur la plage du Moulin Blanc près de Brest. L'envie de commettre un crime le hante depuis plusieurs semaines. Ce jour-là, il décide de passer à l'acte. Sa victime s'appelle Aline Pérez.
L'agression est d'une rare violence. La jeune femme est tuée de 3 coups de couteau. La gendarmerie nationale chargée de l'enquête s'oriente vers les SDF qui fréquentent la communauté Emmaüs, située près de la plage. L'un d'entre eux est arrêté. Il s'agit de Francis Holm. Au cours de sa garde à vue, le suspect nie. Il affirme qu'il était hospitalisé le jour du crime. Sceptiques, les enquêteurs vérifient et découvrent qu'à l'heure supposée du meurtre, il était sorti de l'hôpital. Première avancée d'une enquête qui prend un tournant décisif lorsqu'un témoin, présent sur la plage, affirme avoir vu Francis Holm agresser une femme. Fort de ces éléments, le meurtrier présumé est arrêté et mis en examen. Claude Jeanguenin est l'un des premiers gendarmes à l'avoir interrogé. Lors de son premier interrogatoire, Francis Holm a rédigé une liste, lui, qu'il appelle baptisée de pépins, parsemée de pépins, sur l'ensemble du territoire national. Et là, pépin, pour nous c'est clair, ça veut dire meurtre. Lorsqu'il disait qu'il avait été témoin d'un pépin, ou voyeur d'un pépin, pour nous, ça voulait dire qu'il était présent, qu'il avait vu, et qu'il avait même participé à l'acte criminel. L'affaire commence à prendre des proportions inquiétantes. S'il dit vrai, cet homme est un tueur en série. Des experts psychiatres sont nommés pour l'examiner. Serge Bornstein a passé de longues heures avec lui. Il a réussi à cerner la personnalité de Francis Holm. Francis Holm a une personnalité antisociale qui va se caractériser par le fait de vivre d'une manière décousue, déconcertante, très impulsive, très violente, voire explosive. La vie de Francis Holm a été marquée par le fait qu'il a été un enfant battu, une espèce de souffre-douleur, un père alcoolique violent, une mère dépassée. C'était un personnage dangereux au sens médico-légal du terme. Dangereux, mais pas seulement. Les médecins découvrent que Francis Holm est malade. Il souffre d'une anomalie génétique. Cette maladie est le syndrome de Klinefelter, qui entraîne une débilité mentale légère, une atrophie testiculaire à l'origine d'une insuffisance sexuelle et une personnalité fragile. Quelqu'un ayant ces caractéristiques peut être entraîné à commettre des actes délictueux ou criminels en série. Grâce à la liste dite des pépins et aux expertises psychiatriques, les enquêteurs pensent avoir affaire à un tueur en série. Pour le prouver, ils ont recours à une méthode d'enquête très spécifique. Le résultat des expertises va nous permettre de pratiquer ce qu'on appelle l'enquête inversée. C'est-à-dire qu'au lieu de partir d'un fait criminel et de remonter à l'auteur, à partir du moment où on a un auteur qui nous dévoile qu'il a commis différents meurtres sur l'ensemble du territoire national, on va partir donc de ce qu'il va nous dire, Francis Holm, et remonter vers des faits criminels. Une fiche de renseignement est réalisée. Destinée aux gendarmes et policiers de toute la France, elle indique que Francis Holm est peut-être à l'origine d'autres crimes non élucidés. Alertés, des enquêteurs dont les affaires sont au point mort se manifestent. Ils veulent rencontrer Francis Holm. Pour gérer cet afflux de demandes, la gendarmerie nationale crée une cellule spéciale. 2 enquêteurs sont chargés de reconstituer l'itinéraire de Francis Holm, emprunté durant les 8 années où il a erré sur les routes de France. Les registres des hôpitaux, des pompiers, des communautés Emmaüs sont passés au crible. La création de la cellule a permis de reconstituer un petit peu le puzzle parce qu'il avait ce don de mélanger, transposer les lieux, de mélanger les personnages, les manières de faire. Et grâce à la cellule, en fonction des éléments recueillis, nous permettait de retracer l'itinéraire, mais de voir également si tout ce qu'il disait était vraiment conforme à la réalité. La technique de l'enquête inversée porte ses fruits. Le parcours de celui que les médias appellent le routard du crime est établi. Les enquêteurs des régions concernées commencent leurs investigations. Gérard Sterbinin est un des policiers qui a travaillé sur l'affaire Francis Holm. Quand j'ai appris la présence de Francis Holm dans la région, le premier des réflexes, c'est essayer de voir si effectivement nous n'avions pas, nous, des dossiers criminels qui étaient en compte pour lesquels on n'avait pas mis de nom dessus. C'était le premier réflexe d'un enquêteur. Donc à l'époque, comme nous avions une série de meurtres qui avaient été non élucidés, dès le départ, c'est le sentiment qu'on a, on s'est dit, et si c'était Francis Holm?
et s'il était présent. Alors, pour établir que Francis Holm était présent sur le lieu du crime, nous sommes attachés, c'est le b.a.-ba, recherche auprès de l'employeur, recherche auprès de sa famille, recherche auprès de ses amis. Il en est ressorti des investigations, notamment auprès de son chef de chantier, qu'effectivement, il était présent. Il faut maintenant interroger Francis Holm et le faire avouer. La première impression lorsque nous avons vu Francis Holm, puisque nous le découvrions qu'à travers les journaux et la télévision, le premier contact, un homme taciturne, froid, renfermé, hermétique. Je me suis dit, effectivement, ça, c'est pas un client courant. Francis Holm est un manipulateur. Je dirais pas un fabulateur, je dirais plutôt un manipulateur. Il mélange le vrai, parce que le vrai, il le connaît, et un petit peu de faux. Mais ce n'est pas du faux. En fait, ce sont des morceaux des autres dossiers. C'est-à-dire qu'il y a différents puzzles, et il nous balance des morceaux de chaque puzzle. Pris par le jeu des interrogatoires, Francis Holm raconte ses crimes sans penser à la gravité de ses aveux. Pour maître González de Gaspar, son avocat de la première heure, à force de trop parler, son client met sa défense en péril. Francis Holm est parfois trop bavard, pour ne pas dire immensément bavard, et c'est un homme qui vous sort des tas de choses à la fois, qui vous mélange différentes affaires, et il faut évidemment la sagacité après d'un bon policier pour trier entre tout ce qu'il dit comme cela, tous les éléments du puzzle qu'il nous présente, et il faut ensuite le reconstruire. C'est un homme trop bavard, et par conséquent, il va gêner sa propre défense, il va gêner le travail de son avocat. Francis Holm parle beaucoup, mais dit-il la vérité? Les enquêteurs se méfient. Afin de ne pas être embarqués sur de mauvaises pistes, il multiplie les recoupements et exige du meurtrier en série d'être beaucoup plus précis. Il fallait absolument faire des vérifications. Le meilleur moyen de vérifier s'il ne nous envoyait pas sur d'autres pistes ou s'il n'avait pas inventé, c'était de lui faire un dessin. Et là, il n'hésitait pas. Il prenait son crayon, sa feuille, et il nous faisait un dessin. Et lorsqu'on regardait ce dessin, qu'il signait, daté et tout, on s'apercevait que ça correspondait totalement à une scène de crime, à la scène de crime. Francis Holm reconnaît avoir tué 11 fois. Lionel Gineste, Laurent Bureau, Annick Maurice, Ghislaine Ponsard, Georgette Manès, Joris Viville, Aline Pérez, Sylvie Rossi, Jean-Joseph Clément, Laurence Guillaume et Jean Rémy. 11 meurtres avoués, autant d'enquêtes inversées. Pour maître González de Gaspar, cette méthode d'enquête est dangereuse. Francis Holm, c'est un peu, pardonnez-moi l'expression, comme un papier tue-mouche. C'est-à-dire que tout ce qui passait par là, comme des mouches qui seraient passées par là, tout ce qui passait par là comme crime, n'étant pas élucidé, n'étant pas résolu, ben tout cela, on a commencé d'envisager de lui mettre sur le dos. Mais il y a eu des moments où la justice est tombée, pardonnez-moi l'expression, sur un os. C'est-à-dire qu'elle a été obligée, dans une affaire, de l'acquitter purement et simplement, et dans une autre, de constater que les charges n'existaient pas et qu'il n'y avait pas lieu de lancer une poursuite quelconque. Les risques d'erreur sont connus, mais les enquêteurs les assument. Ils remontent une à une les pistes que Francis Holm leur a indiquées. Il était très important de continuer d'enquêter sur Francis Holm, ce pour plusieurs raisons. Vous le comprendrez très bien, c'est qu'il y a des familles derrière tout ça qui attendent pour faire leur deuil. Ils savent qu'ils ont perdu un des leurs et ils veulent savoir comment, dans quelles circonstances. C'est une chose. Il y a une deuxième circonstance aussi qu'il faut savoir, c'est que Holm n'a pas toujours agi seul. Il a eu des complices. Et ces complices, à ce moment-là, étaient certainement en liberté. Donc il fallait absolument savoir où il était passé, ce qu'il avait fait et avec qui. Sur les 11 meurtres qu'il a reconnus, Francis Holm a été condamné 9 fois. Détenu à Metz, il purge une peine de réclusion criminelle à perpétuité et doit encore répondre du meurtre de 2 enfants commis en 1986 à Montigny-lès-Metz.
Jean-François Abgral, grâce à vos investigations sur Francis Holm, vous avez permis de disculper Patrick Dils, qui avait été accusé à tort de double meurtre de Montilly-lès-Metz, où 2 petits garçons avaient été tués. Vous avez prouvé que Francis Holm était présent sur les lieux au moment de ce double crime. Est-ce que c'est cette histoire qui vous a donné envie de devenir enquêteur privé? Non, pas du tout. Même si ça a été douloureux, parce que c'est pas simple de prouver une erreur judiciaire. D'autant qu'on a affaire à des gens comme Francis Holm qui communiquent de manière très particulière. Hein, c'est des informations